Bonjour, je suis donc toujours dans les sources du conflit, dans le chapitre 1 de la partie 1. J'avais commencé à vous parler la dernière fois des sources sociales du conflit et j'avais traité mon 2.1, le rôle et le statut. J'en arrive maintenant aux deux points suivants, à savoir d'une part les conflits intergroupes et d'autre part les guerres, l'approche de la polémologie. Je commence par mon 2.2, les conflits intergroupes. Alors, les conflits intergroupes, ou les conflits entre groupes, ont été étudiés tout spécifiquement par le psychosociologue Muzaffer Sherif. Muzaffer Sherif considère que les conflits entre groupes trouvent très souvent leur origine dans le fait qu'on a affaire à deux groupes qui vont en fait poursuivre des objectifs identiques, tout en sachant que seul l'un des deux groupes va pouvoir atteindre les objectifs en question. Autrement dit, les deux groupes sont en situation de concurrence pour l'atteinte des mêmes objectifs. Sherif souligne que pour réconcilier les deux groupes, quand on a affaire à ce genre de situation hautement concurrentielle et donc hautement conflictuelle, Sherif souligne que pour réconcilier les deux groupes, la stratégie la plus efficace va consister à faire coopérer les membres des deux groupes autour de ce qu'il appelle des buts supragroupes. Des buts supragroupes aux deux groupes, c'est-à-dire des buts qui sont désirés par les membres des deux groupes, mais qui sont inaccessibles sans une coopération. Autrement dit, pour atteindre ces objectifs supragroupes, on va inciter les membres des deux groupes à coopérer ensemble. Les buts supragroupes sont d'autant plus efficaces, nous dit Sherif, qu'ils sont concrets et qu'ils réclament la participation de tous les membres du groupe. C'est donc en fait l'interdépendance réelle et le fait de fixer des objectifs, des buts supragroupes aux membres des différents groupes qui va permettre de dépasser les clivages, qui va permettre de passer d'une situation conflictuelle à une situation de coopération. Donc on voit bien comment on peut exploiter dans le champ du management cette situation. À chaque fois que des équipes se sentent en concurrence, que les membres des deux équipes, par exemple, ont les mêmes objectifs mais qui sont en concurrence, il va falloir faire coopérer les membres des deux groupes en leur fixant des objectifs ou des buts supra-groupes. Alors évidemment, ce n'est pas parce que le manager met en place des buts supragroupes que cela signifie pour autant l'absence de tout conflit. Des micro-conflits peuvent subsister entre individus, entre groupes, les enjeux peuvent se déplacer, notamment les enjeux de pouvoir. La question, par exemple, c'est il peut y avoir des enjeux de pouvoir autour du leadership, par exemple. Donc voilà, grosso modo, pour les conflits intergroupes et pour les manières de les résoudre selon Sherif. Je ne vais pas plus loin. J'en arrive maintenant à mon 2.3, les guerres, l'approche de la polémologie. Alors la polémologie, c'est une science qui étudie les guerres, c'est la science qui étudie les guerres. Et les guerres, ce sont des conflits extrêmes. Alors que peut apporter cette discipline, la polémologie, à l'étude des conflits? Les travaux des spécialistes de cette discipline montrent en fait que les sources de la guerre, et donc les sources du conflit, se développent bien avant les premiers incidents, bien en amont du conflit proprement dit. Cette approche, elle revient finalement à montrer que les conflits ont une fonction à jouer dans le groupe social. Les conflits, ou les guerres, qui sont un exemple extrême de conflit, donc les conflits ou les guerres ont une utilité au regard du fonctionnement du groupe social. Voilà l'idée clé défendue par les spécialistes de la polémologie. Et donc les conflits et les guerres vont remplir en fait des fonctions qu'il faut analyser d'abord à l'intérieur de chaque groupe social. Je mettrai en évidence trois grandes fonctions. Premièrement, la première fonction, c'est une fonction d'évitement des tensions internes, c'est-à-dire que quand un groupe ou quand une société décide de déclarer la guerre ou d'entrer en conflit avec un autre groupe ou une autre société,
eh bien, en interne, au sein du groupe ou de la société en question, cela va avoir pour effet d'éviter les tensions qui existent dans le groupe. Les tensions et les conflits qui pouvaient exister au sein du groupe, qui pouvaient exister au sein de la société, vont en fait se déplacer de l'intérieur vers l'extérieur. Les conflits, les tensions vont se déplacer vers le groupe adverse, vers la société adverse. Deuxième fonction, c'est une fonction de resserrement des liens. Alors ça, c'est très lié à cette première fonction d'évitement des tensions internes. Resserrement des liens parce que le groupe va entrer en conflit ou en guerre avec un autre groupe, et donc en interne, ça va créer de la solidarité, de l'entraide, on va se serrer les coudes. Ça, c'est bien connu des militaires. Et puis troisièmement, troisième fonction, c'est une fonction de légitimation des idéologies du groupe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand le groupe va entrer en guerre ou en conflit avec un autre groupe, cela va avoir pour effet de renforcer le groupe, car les liens entre les individus vont être renforcés, et cela va aussi renforcer l'influence du groupe, l'influence de l'idéologie sur les individus. Les sectes, prenons l'exemple des sectes. Les sectes fonctionnent sur la base de ces ressorts-là. On est pris, les gens qui adhèrent à une secte et qui sont prisonniers d'une secte vont en fait adhérer à une idéologie. Cette idéologie, elle va façonner leur représentation du monde. Mais certaines entreprises qui essayent de créer une forte culture d'entreprise fonctionnent également exactement selon ces ressorts-là. Donc, retenez ces trois points clés, ces trois fonctions qu'il faut analyser d'abord à l'intérieur de chaque groupe social. C'est ce qui permet d'expliquer pourquoi on rentre en conflit ou en guerre avec un autre groupe. Premièrement, fonction d'évitement des tensions internes. Deuxièmement, fonction de resserrement des liens. Troisièmement, fonction de légitimation de l'idéologie ou des idéologies du groupe. J'en ai terminé pour les sources sociales du conflit et dans une prochaine vidéo, j'entamerai ma section 3 qui concerne les sources organisationnelles du conflit. Au revoir.